projet pour l'électrification de la ligne Paris-Lyon-Marseille date de bien avant la guerre. Cependant, malgré la tourmente qui ravagea notre pays pendant 5 années, quelques travaux préparatoires furent entrepris dès 1941. Mais ce n'est vraiment qu'au début et au printemps de 1947 que les gros travaux d'aménagement commencèrent. De chaque côté de la voie, on pratique des excavations dans lesquelles des massifs de béton seront coulés. C'est dans ces massifs que seront plantés les pylônes supports de caténaires. Véritable usine roulante, le train bétonneur laisse couler le béton des flancs de ses wagons. Le PLM, loin de prévoir l'électrification de son réseau, édifia ponts et ouvrages à une hauteur juste suffisante pour le libre passage des convois. C'est ce qui explique les importants travaux entrepris, car la traction électrique nécessite la surélévation de ces ouvrages pour l'installation des fils de traction. Dans certains cas, notamment sous les tunnels, il n'est pas question de surélever la voûte. On doit procéder à l'abaissement de la voie, puis à l'étanchement des parois afin d'éviter tout suintement qui pourrait jeter la perturbation dans les fils caténaires. Des puisards sont construits pour faciliter l'écoulement des eaux et des niches sont creusées pour permettre l'installation de postes à signaux. Ces bâtisses en voie de construction abriteront les sous-stations échelonnées tout au long du parcours et leurs commandes centralisées. Les nappes télégraphiques et téléphoniques sont remplacées par ces câbles souterrains. Un train spécialement aménagé pose ces câbles dont chacun peut comporter jusqu'à 182 circuits. Dans les campagnes pousse une nouvelle génération de pylônes qui supporteront les fils apportant aux sous-stations la nourriture indispensable aux locomotives électriques qui parcourront la première étape du nouveau réseau électrifié, La Roche-Dijon. Génissia, vallée sauvage à 7 km en aval de Bellegarde. C'est là que le Rhône, enfant des Alpes et descendant des glaciers, faisait bondir et bouillonner ses eaux vertes. Mais un jour, l'homme est venu, une fois de plus, dompter la nature et la mettre à son service. Et bientôt, le cliquetis des treuils, le halètement des machines et le ronflement des moteurs vinrent troubler les échos. De ces formidables silos à béton, 671 000 mètres cubes sont sortis, transportés par des bennes, glissant sur un extraordinaire réseau aérien. Petit à petit, l'impressionnant mur s'élève et les quelques milliers d'ouvriers qui contribuent à son édification font figure de fourmis dans cet invraisemblable mélange de béton et de fer. À Bellegarde, ce barrage, alimentant la plus ancienne usine hydroélectrique de France, disparaîtra sous le lac artificiel de 350 hectares formé par le barrage qui étalera ses eaux calmes sur une longueur de 23 km.
attendre la finition du mur, on installe à Génissia les premiers groupes turbo-alternateurs. Monté sur un châssis allemand ayant servi au transport des sous-marins de poche, ce transformateur d'un poids de 140 tonnes s'achemine vers l'usine de Génissia. Pour permettre le passage de cet important convoi de 65 mètres de long, pesant 350 tonnes et muni de 116 roues, il a fallu au pont de la Dorche démolir quelques parapets qui, dans la courbe à faible rayon, gênaient sa progression. Le moyen locomobile fut assuré par 2 tracteurs de 280 chevaux chacun, l'un tirant et l'autre retenant à l'arrière, de façon à assurer un parfait synchronisme dans la marche grâce à l'utilisation d'une liaison microphonique. Sa vitesse fut, selon l'état et le profil de la route empruntée, de 3 à 5 km à l'heure. Et il ne fallut pas moins de 10 jours pour parcourir les quelques 90 km du trajet. Arrivé au terme d'un voyage émaillé d'incidents de route dus à l'importance du peu banal convoi, ce géant de l'électricité est aussitôt amené à pied d'œuvre pour être déchargé. À force de ténacité, de travail et de persévérance, le jour tant attendu est arrivé. La mise en eau, cette simple phrase est la récompense de bien des efforts et de sacrifices. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1948, les eaux du Rhône se ruent à l'assaut de la formidable entrave de 104 mètres de hauteur, coupant la vallée sur 140 mètres de large, épaisse de 100 mètres à la base et de 9 à son sommet. Dans un proche avenir, 1500 millions de kilowattheures sortiront annuellement de ces alternateurs. Le petit Rhône tumultueux et ombrageux est maté grâce au génie français qui, une fois de plus, a eu raison des éléments. Lorsque vous circulez à bicyclette sur une piste bordant une voie, descendez de machine à l'approche d'un train. Arrêtez-vous et regardez dans le sens d'où vient le convoi. Ne transportez jamais personne sur votre bicyclette, pas plus que des objets pouvant engager le gabarit. N'oubliez jamais ces consignes. Distance respectée, 1,50 m, accident évité. Parmi les derniers vestiges témoins de la lutte contre l'occupant pour la libération de la France, cette locomotive basculée rouge en l'air au creux d'un remblai va être relevée. C'est en Bretagne, non loin de Rosporden, que l'on va pratiquer cette manœuvre particulièrement délicate. Une voie spéciale est aménagée pour permettre l'arrivée des 2 puissantes grues qui vont procéder au relevage de cette machine de plus de 100 tonnes. Des débris de wagons gênant l'opération sont évacués. Des pièces cassées dans la chute et pouvant entraver l'exécution de la manœuvre sont découpées au chalumeau. Après avoir été retournée, la machine, solidement amarrée au crochet des grues, va être soulevée et remise sur rail. Et à l'issue
l'issue de plusieurs heures d'efforts, lentement et avec précision, cette unité de notre matériel de traction reprend contact avec la voie. Et bientôt, pansée de ses blessures, puissante et docile, elle reprendra la route. Franchissant la vallée de l'Isère à une hauteur de 30 mètres, le viaduc de Vernaison avait été, comme beaucoup d'autres, mutilé par les Allemands au cours de leur retraite d'août 1944. Sectionné au droit de la première pile, une travée métallique s'était effondrée dans le lit de l'Isère. Un pont provisoire ayant été construit, il fut décidé ensuite de relever la travée tombée dans la rivière et de la réutiliser. Prenant appui sur le pont provisoire, le relevage du tronçon effondré s'effectua à l'aide de chevêtres et de bielles. Ce relevage par les cheveux fut exécuté sans aucun incident notable et, une fois de plus, la précieuse matière première était économisée. Et c'est ainsi que petit à petit, malgré les intempéries et les difficultés de l'heure, les graves blessures de notre réseau ferroviaire se cicatrisent. Rappelons-nous les 2673 ponts, rails ou souterrains détruits ou avariés au lendemain de la Libération. En décembre 1947, 685 sont encore de construction provisoire, mais 1796 ont été reconstruits en définitif. Et parmi les plus importants, Nogent, Maintenon, Orléans, la Canardière, la Mulatière, Avignon, Nevers et bien d'autres encore, ce qui montre que nos chemins de fer sont en pleine guérison grâce au courage et à la bonne volonté de tous ceux qui les servent.